Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu, alias Le Doc, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la chaîne du Doc. Aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo qui a été publiée par Rob, dont le titre c'est Femme fruitée égale encore plus de danger, dans laquelle il interviewe une athlète qui a fait des compétitions de bodybuilding, et la vidéo va en gros parler du thème du dopage chez les femmes. Alors au final, la question de la femme sera assez peu abordée, mais surtout la question des risques pour la santé. Et en tant que à la fois médecin mais également cardiologue, vous allez voir pourquoi ensuite, eh bien je vais réagir à cette vidéo puisqu'il y a plusieurs choses qui m'ont paru importantes de souligner, à la fois pour ceux qui regardent la vidéo mais aussi pour souligner pas forcément les erreurs, puisque les personnes qui interviennent dans cette vidéo ne sont pas censées maîtriser les diurétiques et les produits dopants, mais pour apporter des précisions et surtout vous montrer en gros un petit peu l'aberration du système de tout ce qui est préparateur physique, utilisation de produits dopants et le risque qu'encourent finalement les gens qui les utilisent, c'est-à-dire les compétiteurs et les bodybuilders, mais également finalement les gens qui font de la musculation, on va dire, pour la plage, puisque la plupart des gens qui utilisent des produits dopants ne sont pas des compétiteurs. En regardant la vidéo, il y a plusieurs choses qui m'ont sauté aux yeux et qui me font réaliser, alors c'est pas la première fois que je réalise ça puisque je reçois pas mal de messages de gens qui me posent des questions, que ce soit sur les stéroïdes, les diurétiques. Alors en général je ne réponds pas parce que quand vous me demandez des posologies ou de vous prescrire une cure ou encore une fois de vous dire que le dopage c'est sans danger, comptez pas sur moi parce que tout simplement, oui c'est dangereux, oui il y a des risques et encore une fois ce genre de vidéo c'est l'illustration même que c'est dangereux et que les conséquences sont parfois très graves. Donc on va en gros regarder la vidéo, j'ai sélectionné quelques passages intéressants que je vais commenter et à la fin je vous ferai un petit point sur les diurétiques, les dangers et en gros mon opinion en résumé de la vidéo. Vous savez les amis, le problème c'est que dans le culturisme féminin, les femmes peuvent être incitées par des personnes dont le but est que ces personnes gagnent des médailles, soit des grandes compétitrices, peuvent les inciter à prendre des produits. Et ça, c'est pas bien. Là, je suis désolé Rob, mais je vais te tacler un petit peu. Alors la première chose, c'est que les femmes, elles savent aussi ce qu'elles font. Là, la façon dont tu le dis, on a l'impression que c'est les femmes qui sont incitées par des personnes. Alors les personnes, c'est qui? C'est les hommes principalement, puisque les coachs, c'est souvent des mecs, en tout cas les préparateurs physiques. Et faut pas se leurrer, les femmes sont aussi conscientes que les mecs. C'est pas les femmes sont des choses fragiles à qui on aurait dit oulala, prends des stéroïdes et tu vas faire une compétition. Je pense qu'elles sont aussi conscientes que nous des risques, des dangers, mais aussi de ce que ça peut leur apporter. Donc c'est un tacle gentil, mais malgré tout ça me fait un peu rire la façon dont tu le présentes. Je pense que voilà, les femmes dans le culturisme, elles chargent probablement autant que les mecs, peut-être même beaucoup plus, puisque leurs taux hormonaux de base ne sont pas les mêmes. Il y a qu'à voir dans les compétitions à haut niveau, les Miss Olympia, alors ça existe je crois plus la catégorie, mais vous avez vu le gabarit. Les dosages qu'elles doivent utiliser, sont probablement beaucoup plus supérieurs à ceux des mecs. Et la deuxième chose, tu dis les stéroïdes c'est pas bien, alors c'est un peu oulala, attention, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais c'est vrai que tes vidéos, tu présentes quand même beaucoup de vidéos sur les stéroïdes, et certaines, notamment celle avec le jeune de 16 ans, on en a discuté avec Aiki sur un podcast ou sur un live, je sais plus, mais je vais pas dire que c'est de l'incitation au dopage, je te dis qu'il faut pas le faire, mais dans la pratique, tu donnes toutes les clés pour les utiliser. C'est important d'en parler et de montrer que les gens ne sont pas naïfs, mais tu peux pas minimiser le risque et dire que les choses peuvent être faites correctement. Et c'est un peu le message qui va ressortir de la vidéo, c'est que finalement, si tu as un bon préparateur, il est censé t'aider, t'accompagner et te suivre. Alors qu'en pratique, vous allez voir, c'est pas du tout le cas. Les préparateurs sont, je maintiens ce que je dis et je vous regarde droit dans les yeux, les préparateurs sont incapables de suivre des gens qui prennent des stéroïdes. En tout cas, c'est pas comme un suivi médical où tu as l'impression que tu es comme dans le film là, Rocky, avec t'as Rocky d'un côté qui s'entraîne dans la neige et de l'autre côté t'as Dolph Lundgren qui est là avec son armée de scientifiques, t'as 15 mecs en blouse blanche qui lui font des tests, des prises de sang. La vie c'est pas comme ça, t'as aucun préparateur physique ou tout ce que tu veux qui peut suivre quelqu'un même s'il utilise des diurétiques ou des stéroïdes. Enfin, bien sûr c'est de l'expérience, on va y revenir après, mais non, t'as aucun moyen de suivre ces gens-là de façon, on va dire, de façon sans risque. Donc la meilleure façon de ne pas avoir de problème, c'est de ne pas en utiliser. Alors après, encore une fois, c'est un autre débat puisque tu en parles à la fin. Et je vais relever là-dessus, on sait que les gens sont prêts à les utiliser, et ça d'accord, et ça je suis tout à fait d'accord. Donc après, la question de la surveillance médicalisée, c'est un autre débat, peut-être qu'on en parlera à la fin si la vidéo n'est pas trop longue. Je vais faire une avance rapide, puisqu'en gros je vous raconte l'histoire de la fille pour ceux qui n'auraient pas résumé.
En gros, c'est une fille qui était loin de son préparateur et puis elle a changé de préparateur, elle est tombée sur un méchant préparateur qui l'a mal préparé, qui lui a donné des mauvais dosages, qui lui a dit de prendre des diurétiques pour la compétition, qui lui a donné une diète de merde, et au final, elle est pas prête et il faut qu'il, entre guillemets, rattrape les doses. Et je vais avancer directement à la 9e minute où on va parler de ça. On m'a dit non, ce sera pas nécessaire, on fera juste avec des diurétiques. D'accord, le mot est lancé. Donc voilà, donc là, il s'est dit que on va rattraper toutes les merdes qu'on a fait ou qu'on aurait dû faire grâce à la chimie. Alors, autre chose, c'est que les diurétiques, ce sont des médicaments qui font faire pipi. C'est-à-dire que vous allez évacuer, entre guillemets, l'eau que vous avez dans votre corps au niveau du secteur interstitiel, c'est-à-dire entre les cellules, et au niveau de vos vaisseaux sanguins aussi. Donc, c'est-à-dire que vos veines et vos artères vont diminuer de volume parce que vous allez vider le liquide. Et enfin, toute la rétention d'eau, ce qu'on appelle couramment comme ça, les grosses jambes, la flotte qui est au niveau sous-cutané, va également être, entre guillemets, éliminée. Sauf que les diurétiques, comme leur nom l'indique, font évacuer de l'eau et pas de la graisse. Donc, si tu as foiré ton régime, si t'as pas séché, t'auras beau prendre tous les diurétiques que tu veux, tu ne vas pas maigrir. Les patients en cardiologie, quand on leur met des diurétiques, s'ils arrivent et qu'ils sont obèses, ils vont ressortir, ils vont toujours être obèses. Ils vont retrouver leur poids, ce qu'on appelle le poids sec, c'est-à-dire le poids qu'ils sont à l'équilibre volémique quand leur quantité d'eau est normale, et donc comme le nom l'indique, l'équilibre, il n'y a pas d'excès d'eau, mais il n'y a pas non plus de déficit en eau, parce qu'encore une fois, les mouvements d'eau, le déficit en eau ou l'excès d'eau chez une personne saine, c'est quelque chose de temporaire, puisque la balance de l'eau, donc la quantité d'eau que vous avez dans votre corps, elle est finement régulée et surtout, les mouvements, on va dire la rétention ou la déshydratation, c'est des états temporaires, sinon c'est de la pathologie. Si vous êtes déshydraté en permanence, c'est pathologique et inversement, si vous avez des œdèmes, de la flotte entre guillemets, que vous êtes flotteux, c'est également pathologique. Alors, bien sûr, à différents degrés, on peut faire un peu plus de rétention d'eau que son voisin, mais globalement, ça reste dans des proportions moindres. Donc, le premier message, c'est que tous les mecs qui disent « Ouais, je suis flotteux », c'est des conneries, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas flotteux, vous êtes juste gras. C'est juste que vous n'êtes pas allé au bout de votre sèche parce que la flotte, effectivement, on peut avoir de la flotte. Effectivement, les diurétiques ou la restriction en sel et donc en eau peuvent améliorer un petit peu le visuel, mais encore une fois, vous ne pourrez jamais perdre 3 ou 4 kilos de flotte. Alors ça peut se faire sur des très courtes périodes et sur des temps très, on va dire, temporaires, parce que c'est pas du tout un état que vous pouvez maintenir. Mais si vous n'êtes pas sec et que visuellement vous voyez pas vos abdos, vous dites pas que c'est de la flotte. Vous faites pas de rétention d'eau, vous faites de la rétention de graisse parce que vous n'êtes pas allé au bout de votre régime. Point barre. Donc vouloir compenser le mauvais régime, la mauvaise sèche avec des diurétiques, en gros vous allez droit dans le mur et vous allez faire exactement la même connerie que ce qu'elle a fait. C'est-à-dire ne le faites pas parce que dangereux, inefficace. Là aussi on va écouter parce que c'est un passage où il y a des choses à dire. Donc quand tu as pris les diurétiques, qu'est-ce qui s'est passé ? Une grosse semaine avant la compète, déjà j'en prenais 2 par jour le soir. La veille de la compète, j'avais encore un tout petit peu d'eau. Et donc j'ai pris 8 diurétiques. Est-ce qu'il t'avait conseillé de le faire ? Oui. D'accord. Et ça t'a fait quoi les 8 diurétiques ? Ça m'a fait pisser. D'accord. Donc là t'as perdu... J'ai perdu de l'eau. Alors les diurétiques, pour ceux qui connaissent, c'est l'aldactone. Donc j'ai pris 8 aldactones. Alors là, la première fois que j'ai vu la vidéo, je vais pas arriver à vous refaire ma réaction, mais en gros ça a été ça. 8 aldactone. Alors l'aldactone, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est effectivement un diurétique qui a pour effet, c'est un diurétique épargneur de potassium. C'est un diurétique qui est un anti-aldostérone. L'aldostérone, c'est une hormone qui fait effectivement la rétention sodée. Alors la rétention sodée au sens physiologique, puisque pour tout être humain, si on n'a pas de sodium dans le corps, si on pisse le sodium et qu'on ne le réabsorbe pas, eh bien, ce n'est pas un état compatible avec la vie. Notamment, il y a de la maladie qui s'appelle l'hypoaldostéronisme, c'est notamment l'insuffisance surrénalienne aiguë ou chronique. En tout cas, ce sont des maladies graves qui peuvent être mortelles. Donc, ce médicament, l'aldactone, va justement inhiber cette hormone, l'aldostérone, et faire qu'on va pisser un petit peu plus que prévu, et en même temps, on va réabsorber le potassium tout en excrétant le sodium. Donc c'est un diurétique qui présente comme avantage, et c'est pour ça que les bodybuilders l'utilisent, de ne pas faire d'hypokaliémie, donc de ne pas avoir le potassium qui descend trop bas. Sauf que, c'est ça l'aberration, premièrement déjà elle nous dit qu'elle prend des diurétiques 1 semaine avant la compétition, et encore une fois on m'a dit au début à la fois sur le dosage des 8 aldactones, ce qui est un chiffre totalement aberrant, c'est une surdose, mais je sais même pas quoi dire tellement, on va dire, faut le dire, c'est débile. Franchement, faire ça, c'est comme si tu prends la boîte de Xanax et que tu tentes de te suicider. C'est un peu la même chose. Sauf que là, on a l'impression que c'est pas quelque chose de dangereux et que tu vas juste pisser comme elle le dit ensuite. Bref.
Déjà prendre, donc au début, les premières réactions, parce que j'ai fait une story sur Instagram, et les gens, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ouais, en fait, c'est une mytho, elle, en gros, les dosages qu'elle a mis, c'est pas les bons dosages. Sauf que, pourquoi pas, je veux bien le croire, mais en pratique, je veux bien la croire, elle, parce que je connais d'autres personnes qui m'ont posé la question, et j'ai vu les doses qu'ils prenaient, et à chaque fois, je m'arrache la tête, et je me dis, mais si moi, je prescrivais ce genre de posologie, j'irais en prison, 8 aldactone, c'est même à personne tu mets tout ça parce que tout simplement ça a comme seul effet de te flinguer le rein. C'est la seule chose que ça peut faire. Bref, donc quand je vois ce genre de posologie, je me dis mais qui lui a donné ce conseil-là? Et deuxièmement, quelle personne sensée avale des comprimés quand tu dis une personne qui n'a pas de compétences, parce que je suis désolé, mais un préparateur physique, ok, il a peut-être un peu d'expérience parce qu'il a préparé 2-3 athlètes, parce que c'est un peu comme ton dealer, tu vas acheter ton cannabis et il dit prends ça parce que c'est bien, mais en fait il en sait rien. Donc si vous faites confiance à n'importe qui, j'ai envie de dire, c'est un peu votre problème. Donc prendre 8 comprimés en plus, théoriquement, si tu vas à la pharmacie, tu as une notice d'utilisation et tu verrais que la posologie maximale d'aldactone, pour les patients les plus sévères et encore une fois dans des cas très particuliers, c'est 75 mg d'aldactone. D'ailleurs, c'est le comprimé le plus vendu, le plus dosé qui existe. Mais encore une fois, on s'arrête à un comprimé, donc 75 mg. Dans le, entre guillemets, meilleur des cas, c'est des comprimés de 25 mg, donc elle en a pris 8, donc elle a pris 200 mg. C'est-à-dire qu'elle a pris une dose qui est vraiment énorme. Donc, qu'est-ce que ça fait l'aldactone? Effectivement, ça te fait pisser, sauf que ce qu'elle ne sait probablement pas, et ce que son préparateur n'a pas l'air de savoir non plus, c'est que l'aldactone, c'est un diurétique qui est faiblement diurétique par rapport à d'autres molécules, notamment ce qu'elle va dire après, le burinex, le bumétamide, qui pour le coup est un diurétique de lance beaucoup plus efficace. Donc si tu veux virer ta flotte sous-cutanée, la première chose à faire, c'est pas prendre l'aldactone, parce que ça marche pas très bien. Mais à la limite, soit, encore une fois, j'encourage personne à le faire, parce que vous allez voir, ça peut être catastrophique en termes d'effet, et ça peut surtout aller très vite. C'est des surdoses qui peuvent être mortelles parce que l'hypokaliémie, si tu pisses ton potassium et que tu n'en as plus beaucoup, qu'est-ce qui est arrivé? Alors a priori, Mohamed Benaziza, justement, lui aussi, et on va en parler juste après, il a surdosé en aldactone. Et Mohamed Benaziza, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un bodybuilder des années 90, je crois, ou début des années 2000, qui est mort dans sa chambre d'hôtel tout seul d'un malaise, d'un arrêt cardiaque même, à cause d'un surdosage en diurétique. Donc, vous allez voir qu'en gros, elle fait exactement la même connerie. Donc, j'ai envie de dire, c'est pire que tout. Elle s'est même pas renseignée sur les risques potentiels des diurétiques et de l'aldactone. Parce que ce qu'elle a fait, elle était accompagnée, on va y venir juste après, mais c'est du même degré, et je suis désolé d'être un peu cash, mais à un moment, il faut réfléchir, c'est votre santé, et vous pouvez pas juste avaler des cachetons comme ça sans vous dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Et je suis un peu énervé, je suis désolé de le dire, parce qu'en fait, quand je vois ça, je me dis c'est vraiment des choses qui sont évitables. Autant il y a des accidents, on peut pas les prévoir, et malheureusement, c'est triste. Les réactions indésirables, les allergies aux médicaments. Mais quand on voit ça, c'est la même personne. Voilà, on peut faire le parallèle. Là, j'ai une boîte de Doliprane. C'est comme si le mec, il a mal, il a très mal, et il se dit allez, je vais prendre toute la boîte. Je vais prendre les 8 comprimés parce que j'ai très mal. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il va faire une insuffisance hépatique, et parce que le Doliprane, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toxique pour le foie, ça fait nécroser à grosse dose, et la grosse dose, on y arrive très vite. Si vous prenez en gros plus de 6 comprimés, donc 6 grammes par jour, vous pouvez finir en transplantation hépatique parce que vos cellules du foie, elles meurent. Et le Doliprane, en France, c'est la première cause d'insuffisance hépatocellulaire, c'est-à-dire en gros d'hépatite aiguë, de votre foie qui meurt, et vous devez être transplanté à cause de ça. C'est la première cause en termes de fréquence, pas en termes de personnes qui utilisent Doliprane, heureusement, parce que c'est très rare. Mais si vous prenez 66 millions de Français, ça c'est en vente libre, et donc le nombre de personnes qui se disent ça m'a rien fait, donc j'en prends 3, 4 ou 5 pour calmer la douleur, ou alors tout simplement j'avale la boîte pour me suicider, c'est un peu la même chose en termes d'effets et en termes de conséquences. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément parce qu'on se dit c'est un médicament en vente libre, sauf que pour les diurétiques c'est pas le cas, mais vous avez compris l'idée. Et les conséquences peuvent être très graves. Bref, fin de la parenthèse. Autre chose qui est probablement un peu bête, c'est que sur des diurétiques, ça ne sert à rien de commencer 10 jours avant. Normalement, l'équilibre, la balance sodée, pas la balance sodium-potassium, la balance sodée, la quantité de flotte que vous avez, c'est quelque chose qui se régule assez vite. Donc théoriquement, si tu veux être déshydraté, parce que oui, quand tu prends des diurétiques, en fait ton but c'est de te déshydrater, c'est de vider ton eau à un stade qui n'est pas naturel. Tu descends en dessous de ton équilibre, donc c'est un état qui est très temporaire. Théoriquement, quand tu vas recommencer à prendre du sel et de l'eau, tu vas, entre guillemets, regonfler, tu vas revenir à l'équilibre. Donc si tu restes en dessous de cet état, donc déshydraté, parce qu'encore une fois, le diurétique te déshydrate. Si tu restes déshydraté pendant une semaine, tu m'étonnes que tu ne vas pas être bien. Et si en plus, le jour de la compétition, tu donnes le grand coup de marteau final avec les 8 comprimés, en fait, je sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer quand je vois ça, mais bref.
Donc, mauvaise connaissance à la fois de la durée d'utilisation, mais deuxièmement de la posologie, et n'allez pas croire que d'autres coachs, d'autres préparateurs, ça va être la même... Enfin, peut-être il y en a qui maîtrisent mieux, mais encore une fois, la cardiologie et la néphrologie, ce sont les deux spécialités principales qui utilisent les diurétiques, parce que en cardiologie, les patients sont insuffisants cardiaques, donc ils font de la rétention d'eau, donc on est amené à leur prescrire des diurétiques, et parfois des grosses doses, mais même à ceux-là, on leur met pas 8 aldactone, parce que c'est débile. Bon allez, je crois que j'en ai dit assez, mais du coup voilà, donc ça, la cardiologie c'est un métier, la gestion des diurétiques c'est un métier aussi, et c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre juste en faisant une ou deux compétitions et en disant bon la dernière fois j'ai pris ça, parce que les conséquences, ça peut aller très vite, et d'ailleurs on va y venir juste maintenant. Allez, on va sauter à 11h40, c'est ma prochaine note. Donc conséquences, je vous laisse écouter ce qui lui arrive. Et donc là pas bien, je sors une première fois de la cabine où j'étais seule avec cet ami compétiteur et sa femme qui ont eu très peur. Ils ont eu très peur parce qu'en fait malgré forcément, j'étais limite gris-verte. Ouais, quand quelqu'un est gris, c'est pas bon. Et j'étais pas bien. Grand cours de médecine. Vraiment pas bien. C'est le cœur qui fait des bonds, les oreilles qui se bouchent, le cœur qui bat dans les tempes. C'est limite à grincer des dents. En plus j'ai limite paniqué. J'ai paniqué tout court. Même si je l'ai pas forcément. Bon, en gros, donc là, ce qu'elle nous dit, voilà, c'est qu'ensuite, après avoir pris tout ça, quelques heures après ou le lendemain, en tout cas, le temps que le médicament fasse effet, parce que quand vous prenez un médicament par la bouche, il fait rarement effet tout de suite. Bref, tout ça, c'est de la pharmacie, c'est de la pharmacologie, la demi-vie, la durée d'action, le taux de biodisponibilité, bref, c'est pas quelque chose qui va s'apprendre par un préparateur physique. Je suis désolé, je suis en colère, mais bref. Donc là, elle nous dit qu'elle fait un malaise, que en gros, elle est pas bien, elle angoisse, elle a son cœur qui commence à palpiter, elle voit trouble. Bref, en gros, elle a tous les symptômes d'un malaise, alors vagal ou pas, je sais pas, en tout cas, de l'hypotension, parce que l'hypotension, donc c'est quand la tension artérielle chute, parce que forcément, si elle pisse plus que prévu, que depuis une semaine elle est déshydratée, et qu'elle fait en plus une nouvelle déshydratation aiguë à cause de l'aldactone, mais surtout ce qu'elle ne sait pas, et ce que son préparateur ne sait pas, et ce que peut-être Rob ne sait pas parce qu'il ne l'a pas relevé non plus, et encore une fois c'est pas pour Rob normal, hein, c'est un médicament, ça s'apprend, c'est que l'aldactone est également, et mais surtout plus que son effet diurétique, c'est que c'est un médicament qui est utilisé pour la tension artérielle, c'est un médicament qui est également très hypotenseur, plus que son effet diurétique. Donc ça veut dire que c'est un médicament qui va réguler ton système angiotensine, rénine, angiotensine, aldostérone, et qu'il va, en le bloquant en fait, baisser ta tension artérielle. Donc qu'est-ce qui se passe si tu en prends 8 ? Ok, tu vas peut-être pas pisser des masses, parce que de toute façon à un moment quand t'as plus rien à pisser, tu vas pas devenir un sachet de poudre. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est surtout ta tension qui va baisser. En plus je suppose que au moment de sa sèche, effectivement il y a une composante vagale, parce qu'elle est stressée, parce qu'elle le dit, il fait chaud, on est en train de me foutre du tan au niveau du visage et du corps, donc il fait chaud, la tête qui tourne, elle est debout, elle est déshydratée, elle a peut-être faim parce qu'elle est aussi au régime et à la fin de sa prépa. Toutes les conditions sont réunies pour le malaise vagal, l'hypotension plus l'activation du système parasympathique, en gros c'est le repos. Le malaise vagal par définition, pour l'exemple le plus typique, c'est la personne qui va par exemple avoir une émotion forte, voir du sang, voir quelque chose de traumatisant et qui va perdre connaissance parce que son cœur et son corps vont se ralentir, la fréquence cardiaque diminue, la tension artérielle chute et donc elle perd connaissance transitoirement. Et ensuite ça repart parce qu'il y a des mécanismes compensateurs. Donc là c'est typiquement ça, c'est un malaise vagal. Donc en soi c'est pas grave, sauf que la conséquence du médicament, si on a revenu après, mais si elle a abîmé ses reins à cause de l'aldactone, là ça peut être beaucoup plus embêtant. Et encore une fois les palpitations, alors peut-être que c'était des signes d'hypercalémie, parce que le risque, et on va revenir à Mohamed Benaziza qui est mort de ça, c'est que l'aldactone, ok, vous pissez plus de potassium, vous le réabsorbez, le risque c'est que du coup vous risquez d'être avec trop de potassium. Si depuis une semaine elle réabsorbe son potassium et qu'elle n'en évacue plus, sa balance n'est pas du tout à l'équilibre, donc son potassium il monte, et le potassium quand il est en excès ça fait des troubles du rythme, des troubles de la conduction, bref ça dérègle les contractions cardiaques et le rythme du cœur. C'est très dangereux, inutile de le dire, ça peut aussi provoquer le décès, parce qu'à un moment si ton cœur se ralentit trop ou alors qu'il fait des troubles du rythme, il peut s'arrêter. C'est notamment ce qui est arrivé encore une fois à Mohamed Benaziza dans sa chambre d'hôtel, et l'histoire elle est très bien racontée sur des sites qui racontent ça. Le mec il a été retrouvé entre guillemets en arrêt cardiaque, il a été massé, etc. Et l'histoire a priori assez tragique, et c'est son ami Milos Sarcev qui le raconte, c'est que comme en fait le médecin qui l'a pris en charge savait qu'il avait pris des diurétiques parce que son pote lui a dit, il a dit oui il a pris des diurétiques, sauf que la plupart du temps on prend des diurétiques qui font faire pipi du potassium. Donc tu te dis arrêt cardiaque,
trouble du rythme, la personne est en hypocalémie, elle manque de potassium. Donc il y aurait, alors je vous raconte l'histoire, je sais pas, j'y étais pas, hein, mais il y aurait administré du potassium, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Mohamed Benazia était en hypercalémie, donc quand on lui a mis encore plus de potassium, ça n'a fait qu'aggraver le problème. Donc, encore une fois, c'est encore plus le risque quand personne ne sait exactement ce que vous avez pris. Bref, tout ça pour dire qu'on peut mourir, donc ne faites pas ce genre de bêtises. Là aussi, je vais revenir sur un moment intéressant. Et donc ça veut dire que ce préparateur, est-ce qu'il a été, il a été jeté en pâture sur les réseaux par certains de ses athlètes pour mettre en garde les gens qui sont susceptibles de lui prendre du coaching? Même pas. Non. C'est intéressant, ça. Est-ce qu'il a été jeté en pâture sur les réseaux sociaux? Alors effectivement, quand on écoute l'histoire, on se dit le préparateur, il a même pas suivi, en fait, il en avait strictement, en plus de pas avoir de connaissances, de donner des dosages complètement aberrants, mais en fait, il en avait surtout rien à faire. Donc, partant de là, effectivement, il y a sûrement, entre guillemets, des bons préparateurs, des mecs qui te suivent, qui t'encadrent, qui t'accompagnent, et des mauvais préparateurs. Mais jeter en pâture ou pas, et c'est là où je suis vraiment pas d'accord, c'est que, en fait, il n'y a pas de bon préparateur de chimie, je veux dire, vous êtes, c'est pas méchant, c'est juste une réalité, vous êtes coach sportif, vous pouvez pas vous prétendre chimiste ou pharmacien, et encore une fois, ou encore moins médecin, et aucun médecin n'acceptera de vous suivre pour une prépa. Alors peut-être que ça se fait dans certains pays ou autres endroits, mais en tout cas en France c'est complètement interdit, et je vois mal un médecin dire tu vas prendre tant de diurétiques, et tous ceux, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, mais c'est hors de question, mais enfin c'est ultra dangereux, donc en fait je vois même pas les gens qui s'imaginent qu'un médecin va accepter. Donc tous ceux qui me demandent, bon déjà c'est non, donc je le dis, c'est même pas la peine après cette vidéo de me dire combien je dois prendre, je vous dirai pas, et puis de toute façon vous n'avez pas à le faire. Et encore une fois, il n'y a pas de bon préparateur, donc ne vous mettez pas le doigt dans l'œil, aucun préparateur ne va vous donner les bons dosages et ne va vous garantir que ça va bien se passer, parce que tout le monde pense que, entre guillemets, il est bon. Tout le monde se dit c'est bon, celui-là mon coach il est bon, donc forcément il me donne des bons dosages. En fait non, dites-vous bien que personne n'en sait rien, et encore à la limite peut-être les diurétiques ça peut se maîtriser parce que ça fait partie d'une branche de la médecine, mais pour tout ce qui est stéroïdes et autres produits, clenbuterol, etc., personne n'y connaît rien. En tout cas personne n'y connaît rien au sens, je vais pas dire pharmacologie, c'est un peu dur comme terme, mais à part des expériences entre guillemets sur les humains, c'est pas des médicaments qui ont été approuvés, c'est pas des médicaments qui sont utilisés en pratique quotidienne médicale, et finalement c'est uniquement la pratique médicale quotidienne qui fait qu'on peut connaître un médicament, parce que comme vous le savez, il y a des essais sur les médicaments qui sont faits. Alors il y a plusieurs phases dans l'élaboration d'un médicament, et la dernière phase, c'est la phase la plus longue, c'est la phase 4, c'est la phase une fois que le médicament est sur le marché, on le suit sur des milliers, voire des millions de patients dans le monde, et on voit les effets secondaires et les choses qu'on n'aurait pas forcément vues sur des nombres plus petits de patients. Notamment, il y a eu plusieurs scandales là-dessus, le Mediator, etc., où on s'aperçoit que parfois, en fait, des médicaments qu'on pensait, entre guillemets, anodins, sont en fait très dangereux. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'aucune personne ne pourra vous suivre pour des molécules qui ne sont utilisées que par des bodybuilders. Donc, enlevez-vous du crâne que ça peut être quelque chose de sûr. Non, si vous prenez des produits dopants, des diurétiques, des stéroïdes anabolisants ou des hormones X ou Y, c'est ultra dangereux et personne ne peut vous garantir que vos dosages sont bons. Donc si vous faites ça, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusque, je sais pas où, jusque très loin. Là aussi, je vais rebondir. Le corps d'une femme est censé fonctionner en ayant des règles. Donc voilà, le but du jeu, c'est relancer le métabolisme et récupérer mes règles que j'ai pas eu du coup. Donc là, autre chose, il parle un petit peu des dangers du culturisme, des stéroïdes, etc., où ça fait effectivement une aménorrhée, donc l'absence de règles chez les femmes. Sauf que, et ensuite Rob il dit oui effectivement le culturisme c'est vraiment entre guillemets un sale sport, c'est pas physiologique, etc. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais fait là-dessus, je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais en gros on parle des modifications qui surviennent pour les femmes qui font de la compétition de muscu. Je vais juste rapidement résumer, attention, les règles ça disparaît chez tous les athlètes de haut niveau, parce que c'est pas uniquement le culturisme, c'est pas uniquement les produits dopants, mais il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Alors effectivement, les anabolisants, si vous prenez de la testostérone chez une femme, forcément son cycle hormonal naturel va être complètement déréglé. Mais il y a aussi tout simplement le surentraînement, le fait de s'entraîner plus de 10, 12, 15 heures par semaine chez les athlètes professionnels, que ce soit en muscu, mais dans d'autres sports, vous prenez un gymnaste professionnel, il s'entraîne 20 heures par semaine, donc encore une fois c'est des quantités d'entraînement qui sont énormes, et c'est tout simplement ça qui fait l'aménorrhée. Et dernièrement c'est en musculation le régime alimentaire, quand vous êtes en déficit calorique, en plus en déficit de lipides, vous allez manquer, votre production hormonale va diminuer, donc vos cycles vont être perturbés. Là aussi je vais rebondir, elle dit un truc de rigolo. Quand on choisit de prendre des produits ou de pas les prendre, il faut penser à faire les choses avec le plus de clairvoyance possible et toujours en prenant soin de soi, parce qu'on est impacté de nous, mais on impacte aussi les gens qui nous entourent.
Bah, là aussi, c'est paradoxal. Tu peux pas prendre soin de toi si tu t'injectes quelque chose dont tu n'as aucune idée de la molécule que c'est, puisqu'apparemment, tu ne t'es pas renseigné, tu disais, bah, je pensais qu'un diurétique, ça faisait pisser. Oui, bah, enfin, je veux dire, ok, c'est la base, mais tu ne savais pas grand-chose de plus. Et encore une fois, pour les stéroïdes, c'est pareil, vous recevez des produits, que ce soit par la poste ou par le mec du coin, c'est des choses qui peuvent être en plus contaminées, infectées, et bah, Rob en parle sur notre vidéo quand il dit le chimiste qui le préparait, c'était dans sa cave, le truc du dealer de stéro. Donc voilà, c'est des produits que vous connaissez pas, ça peut être infecté, vous savez pas ce que c'est de la poudre, donc en fait, à moins de le faire analyser, vous n'en avez aucune idée. Les comprimés, pareil, s'ils sont reconditionnés, vous savez pas ce que c'est, et donc vous ingérez ça ou vous injectez ça, encore pire, risque d'infection, indépendamment de l'effet réel du produit, si le produit que vous avez par chance est un bon produit, qui n'a pas été coupé, etc. Donc encore une fois, ça me fait doucement rigoler parce que, encore une fois, c'est comme les messages que je reçois tous les jours où il n'y a pas une journée où je ne reçois pas un message d'une personne qui me dit voilà, moi je veux prendre des produits mais je veux le faire avec, en gros, sans risque, donc qu'est-ce que je dois faire? Bah non, il y a toujours des risques. Je pense que je l'ai assez dit dans la vidéo, donc je vais arrêter. On va encore une fois un petit peu avancer. C'est pas bien ce que je vais dire, mais il y a des gens qui ont envie de le faire. Oui. Donc si des médecins pouvaient t'encadrer, dire non mais 8 c'est pas bon, prends-en la moitié d'un et dire comme ci comme ça, tu serais peut-être pas allé aussi loin et on ferait pas confiance à des gens qui ne sont pas des médecins. Ça pour le coup c'est un vrai débat éthique, un vrai débat de société. Est-ce qu'il faudrait suivre, que ce soit les athlètes ou les gens qui prennent des produits dopants de façon médicale? Et je parle pas du suivi au sens faire des prises de sang pour contrôler, parce que bien sûr que si quelqu'un vient voir un médecin en disant j'ai pris des anabolisants ou autre, c'est tout à fait licite et c'est même souhaitable de lui faire une prise de sang pour vérifier son foie, son rein, bref, tous les paramètres qui peuvent être impactés par les produits dopants. C'est comme finalement, parce qu'encore une fois, on va être clair, les stéroïdes, les hormones de croissance, etc., tout ça c'est des produits dopants, c'est des hormones, c'est de la toxicomanie. Le but n'est pas le même que le toxicomane à l'héroïne par exemple, ou à la cocaïne, où pour lui ça va être pour planer, pour être plus performant, encore une fois, quoique la coke finalement pour plusieurs, ça sert dans le boulot pour être plus performant. Mais là, les stéroïdes, le but c'est d'une performance par exemple sportive. Mais dans l'idée, c'est la même chose, c'est un produit qui te fait dépasser tes limites, qui te met dans un certain état. Donc finalement, c'est de la toxicomanie, sauf que la substance n'est pas la même. Et il viendrait à l'idée de personne, quand on voit un toxicomane à l'héroïne, de lui dire « Oh bah, moi je te suis pas, je te fais pas de prise de sang, débrouille-toi ». Non, il faut, au contraire, je dirais même, il faut encadrer ces personnes-là et il faut leur proposer un suivi pour le mot il est fort, mais c'est vrai, une désintoxication. Si vous êtes complètement dans l'engrenage des stéroïdes, vous êtes quelque part un toxicomane. Sauf que, ok, vous êtes quand même inséré socialement, vous n'êtes pas comme le mec qui se fait dans un squat, qui se fait ses injections d'héroïne. Mais la finalité, c'est la même chose, c'est que finalement vous êtes dépendant et il y en a plein qui peuvent pas arrêter les stéros parce que ensuite tu es dépendant mentalement. Tu dis je peux plus m'entraîner, tu dépends de ton image physique parce que tu as un certain volume, une certaine masse, une certaine confiance en soi. Et puis quand tu arrêtes après avoir consommé pendant longtemps, tu as aussi des effets indésirables et notamment des effets, alors c'est pas du sevrage vraiment, mais comme il a dit, tu peux plus bander, tu as des troubles de la libido, tu as pas mal de choses qui se dérégulent et arrêter c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Donc bien sûr il faut suivre les gens là, mais de là à aller dire tu vas prendre tel dosage ou tel dosage, vous voyez ce que je veux dire, le suivi n'est pas le même, c'est un suivi plus pour arrêter, c'est pas un suivi pour dire attends on va optimiser ta cure. Et ça je pense qu'on n'y est pas encore et j'espère qu'on n'y sera pas parce que c'est quelque chose de dangereux. Encore une fois, c'est quand t'es malade c'est une chose, on te met un médicament pour te soigner, mais quand tu veux quand t'as pas de problème, pourquoi aller chercher les problèmes? Donc après c'est mon opinion et encore une fois ça mériterait une vidéo à part entière parce que c'est vraiment encore une fois un sujet éthique et ça dépend où tu places l'éthique, puisque l'éthique c'est pas blanc ou noir, ça dépend de la société, ça dépend des mœurs, ça dépend de beaucoup de choses, mais dans l'état actuel tu peux pas faire ça. Et il y a autre chose qui est intéressant qu'elle va dire juste après. Mais dans plein de pays, les athlètes sont suivis par des médecins. Oui, parce qu'en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, ça n'a rien à voir avec la France. Ouais, en France, alors ça, c'est toujours aussi, et je suis désolé, mais je vais vous taper dessus un petit peu à tous les deux, c'est toujours un peu l'herbe est plus verte ailleurs. Aux États-Unis, ils sont pas plus suivis par des médecins, en Angleterre, pas non plus, en Allemagne non plus. Où est-ce que vous croyez que les gens sont suivis par des médecins? Ça, c'est toujours l'argument. Ouais, les bodybuilders professionnels, ils sont encadrés par des médecins. Eux, ce qu'ils font, c'est bon parce que ils ont pas d'équipe. Non, mais franchement, est-ce que vous réalisez ce que vous dites? Est-ce que vous avez vu l'actualité, le nombre de bodybuilders qui sont morts et pourtant des bodybuilders de très haut niveau et qui étaient financièrement, encore une fois, pas forcément dans la misère? Aucun encadrement. Vous avez vu, j'avais fait une chronique il y a un petit moment sur le décès de Dallas McCarver. Rich Piana, ça a été la même chose. L'encadrement, il était néant. Le mec, il se baladait, il avait un cœur qui était 10 fois plus gros que la normale. Il avait une maladie qui était connue, il avait déjà fait un malaise sur scène et le mec n'avait jamais eu apparemment un bilan cardiaque
Enfin, tu te dis, non, on marche sur la tête, donc non, n'allez pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est juste que tous les mecs qui meurent et qui ont des problèmes de santé, bah vous les voyez plus, et vous vous dites, non, ceux que je vois, ils sont suivis, mais non, ils sont pas suivis du tout. Donc là, encore une fois, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. On va essayer de conclure parce que ça fait un moment que je parle. En gros, si je dois conclure la vidéo, j'avais fait 3 petites notes. Premièrement, le premier message, c'est que clairement, les coachs sportifs, les préparateurs physiques ne sont pas des chimistes, ne sont pas des médecins, et ne peuvent... Enfin, tout ce qu'ils peuvent vous conseiller, finalement, c'est sur leur expérience qui reste limitée à une expérience de petite envergure. C'est comme si... je vais être un peu dur dans ce que je dis, mais c'est comme si tu avais un patient, voilà, dans mon service en cardiologie, tu as un patient qui a insuffisance cardiaque, qui manie les diurétiques sur lui, et que tu le vois, ce mec-là, il se balade dans le service, il tape aux chambres des patients, et il dit « Ah ben, regarde, moi, la dernière fois que j'ai décompensé, j'ai pris telle dose de l'Azilix, alors tiens, prends cette dose. » Et puis il va voir le suivant et puis lui dit bon allez toi allez tu vas prendre cette dose là, et puis progressivement il se fait son idée. Alors effectivement, sauf que dans les faits vous vous rendez compte que ça marche pas comme ça. Encore une fois, c'est une science, ça s'apprend, et tu peux pas juste dire je l'ai fait. Bon, c'est comme ça que ça marche, on le sait, il faut pas l'encourager, mais on le sait. Mais en tout cas, le deuxième message pour rebondir, c'est que vous êtes les seuls responsables de ce que vous ingérez, et encore pire, de à qui vous faites confiance. Quand je vois, enfin, je vais pas dire de nom parce que ça sert à rien, mais des fois je vois des vidéos de gens qui donnent des conseils et je me dis mais c'est catastrophique. Et le problème, c'est que ces gens-là, parfois il y a des gens qui les écoutent, et je me dis mais à quel moment quelqu'un de sensé peut avoir envie d'écouter les conseils de quelqu'un qui manifestement n'y connaît rien. Je veux dire, ces phrases, t'as l'impression qu'il lit Wikipédia. Bon, donc à un moment j'ai envie de dire, si vous êtes, je suis désolé de dire ça comme ça, mais si vous faites confiance à n'importe qui, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Donc n'écoutez pas n'importe qui, et comme dirait Gundil, si tu fais confiance à n'importe qui, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si tu as des résultats qui sont pas bons, et si tu as des problèmes de santé. Donc attention, et méfiez-vous de ce que vous écoutez, et rappelez-vous bien que personne ne veut votre santé, et vous n'avez qu'à vous en soucier vous-même, parce que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon ou pas bon pour vous, en tout cas pour avoir un peu de jugeote et raisonner, et ne pas vous dire 8 aldactone, à un moment c'est une bonne idée. Non, ça c'est une très mauvaise idée. Et dernièrement, le troisième point, c'est sur les diurétiques. Alors probablement que je ferai une vidéo là-dessus, parce que malgré tout, Rob il a quand même raison quand il dit de toute façon il y a des gens qui vont en prendre. Donc quand je me dis ça, et quand au final je reçois plein de messages, je me dis les gens ils connaissent vraiment rien, et peut-être qu'une vidéo, je vais pas vous dire combien consommer, mais je vais vous dire peut-être au moins expliquer ce que c'est qu'un diurétique. Ça je pense que ce serait utile, et ça permettrait d'éviter les aberrations comme on voit là. Et comme voilà, mais bon, enfin j'ai rien contre elle, et encore une fois c'est le reflet finalement, c'est juste la mise en lumière de ce que font beaucoup de gens. Donc en tout cas je vais probablement faire ce genre de vidéo pour expliquer un peu les types de diurétiques, les conséquences, les effets indésirables, parce qu'encore une fois ça peut être très grave, mais surtout ça peut être très grave rapidement. Encore une fois, si vous faites un surdosage en diurétique, vous pouvez mourir, ça va très vite, vous passez pas la nuit, alors qu'il y a des médicaments, les stéroïdes, ça a des effets indésirables, ça en a beaucoup, mais c'est quelque chose de plus long terme. Encore une fois, on ne peut pas surdoser d'un stéroïde anabolisant, en tout cas pas de façon aiguë, de façon rapide, alors que le diurétique ou l'insuline, mais c'est la même chose, vous pouvez mais mourir en fait en l'espace de quelques heures. L'insuline c'est pareil, Serge Nubret qui est mort à cause de ça. Tu te dis quand même c'est vraiment dommage quoi, c'est vraiment, je suis désolé, c'est vraiment des morts débiles. Donc si vous pouvez les éviter, voilà. En conclusion, et désolé si les mots que j'ai utilisés peuvent être un peu, parfois un peu durs, j'ai rien contre elle, j'ai rien contre Rob, parce que Rob finalement il a fait que mettre en lumière une fille qui elle-même met en lumière un phénomène qui est en fait une réalité dans le monde du culturisme. Les diurétiques, c'est pas nouveau que ça s'utilise, et ça va pas s'arrêter après cette vidéo, parce que les gens, je pense la plupart quand même savent que c'est dangereux. Malgré tout, si ça peut servir à quelques personnes, c'est toujours ça. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, si vous avez votre expérience aussi. Et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas à partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Dr Miaous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et peut-être une vidéo, alors pas la prochaine, mais une vidéo sur les diurétiques. Et je vous dis salut!